On est fin 19e siècle, la photographie vient de naître, et grâce aux travaux de Thomas Edison, Edward Muybridge et des frères Lumière, la vidéo voit enfin le jour. Au début, il y avait vraiment rien de foufou, c'était que des petites vidéos qui duraient pas longtemps où il se passait généralement qu'une seule action. Vous en doutez bien, pour l'époque c'était hyper novateur. Pour l'exemple, on peut prendre une des vidéos des frères Lumière qui s'appelle Arrivée en gare de Ciotat. Les premières personnes qui l'ont vu dans la salle, elles ont commencé à paniquer parce qu'elles pensaient que le train allait leur rentrer dedans. Et c'est en 1895 que va arriver la première forme de montage avec l'exécution de Marie, reine des Écossais de William Hayes. Ils ont voulu retranscrire une décapitation, mais vous en doutez bien, ils ont pas vraiment tué l'actrice. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cut pour remplacer l'actrice par un mannequin. Et c'est là que le premier raccord a été inventé. Et c'est drôle de voir qu'une technique aussi basique est encore utilisée aujourd'hui dans des films ou des séries. You are no king of mine. Ça se passait presque comme sur nos logiciels de montage actuellement. En gros, ils prenaient leur pellicule, ils la coupaient et ensuite ils la raccordaient là où ils voulaient, en collant soit avec de la colle ou une sorte de scotch. Maintenant que le raccord a été inventé, on doit forcément parler de Georges Méliès, car c'était le maître dans cet art. C'est un illusionniste et un réalisateur français qui utilisait les raccords pour faire des trucages, et les gens étaient vraiment comme des oufs à l'époque, ils voyaient ça comme des tours de magie. Comme dans le déshabillage impossible où il va utiliser 24 arrêts de caméra. C'est un peu comme l'ancêtre de Zach King. En 1899 va sortir un véritable banger, ça s'appelle La ruée vers l'or au Klondike. Ça a été réalisé par Robert Cabonin et c'est ultra important parce que c'est là qu'on va avoir la première fois un montage qui est narratif. Parce que les 5 plans qui sont dans le film, ils sont rapprochés et mis bout à bout pour exprimer une idée. C'est là qu'est née la vraie signification du montage. C'est pas seulement le fait de faire un cut, c'est de rapprocher des plans pour créer une histoire. Ça semble un peu abstrait comme ça parce que c'est ancré dans notre culture, notre œil va directement faire un lien entre les images qu'on voit et il faut se remettre dans le contexte. Avant ils avaient que des images fixes, ils voyaient un tableau par exemple avec différents éléments qui vont composer tout ça pour créer l'histoire. Et c'est qu'avec l'arrivée des bandes dessinées et du cinéma qu'on va créer cette nouvelle façon de raconter. En 1916, D.W. Griffith, qu'on n'oublie pas de cancel, a créé Intolérance. C'est un film qui va être très important pour l'histoire du cinéma et du montage et qui va parler d'intolérance à travers 4 époques différentes. Et ce film, il va expérimenter le montage expressif. En gros, c'est un groupe de 2 formes de montage différents, le montage alterné et le montage parallèle. Le montage alterné, c'est une juxtaposition de plans qui diffèrent par le lieu, et le montage parallèle, c'est un rapprochement symbolique entre les plans qui diffèrent par le lieu et par le temps. Donc en gros, dans le film, il y a 4 histoires à travers 4 époques et les personnages ne se rencontreront jamais. C'est un film qui va être beaucoup étudié par la suite et notamment par les cinéastes russes. De 1917 à 1921, il y a la révolution russe, ça va forcer beaucoup d'artistes à fuir le pays, mais également à la suite de ça, il y a beaucoup de problèmes économiques et donc des difficultés à importer des bobines de films. Face à ça, les réalisateurs vont préférer analyser les films à défaut d'en produire. Et ça va être le cas de Lev Kuleshov qui va créer l'effet Kuleshov. En gros, une image avec un sens propre peut en avoir un tout autre avec une deuxième image à la suite. Si on prend l'image d'une soupe et qu'à la suite on met un homme qui semble impassible, on va quand même avoir l'impression qu'il a faim. Même chose si on prend l'image d'une femme qui est allongée sur un divan et qu'on la raccorde à la même image du mec, on aura l'impression qu'il a désir. Et ça c'est parce que notre cerveau va les associer pour créer un sens. Il y a également Sergei Eisenstein qui est professeur à la VGIK, donc la première école de cinéma, qui va aussi beaucoup apporter au montage. Et ça notamment grâce à la définition des 5 formes de montage. Avec par exemple le montage métrique, un enchaînement mathématique de plans de même durée qui donne un effet de redondance, de longueur. Mais aussi le montage rythmique, où le contenu de chaque image ou l'intonation du son va déterminer la longueur des prises. Pour en citer que 2, mais c'est des techniques qui sont encore beaucoup utilisées aujourd'hui par de grands monteurs et de grandes monteuses. Comme on a vu avant, le montage sur pellicule, ça se faisait simplement en découpant et en recollant les bobines. Vous vous en doutez, c'était pas hyper safe ni hyper précis. C'est en 1924 que va être inventé le Moviola, la première table de montage, et ça va changer la vie des monteurs parce qu'il y aura une petite loupe qui sera intégrée dedans, et ça permettra de voir le film qui est en cours de montage. Donc forcément, ça a rendu les choses beaucoup plus précises, et ça a également permis de pouvoir raccorder l'image et le son quand le son fut inventé en 1926. Quand je vous dis qu'elle a servi longtemps, c'est genre vraiment longtemps. Par exemple, en 2005, Michael Kahn a remporté l'Oscar du meilleur montage en ayant monté Munich sur un Moviola. Plus tard va arriver le montage électronique qui va se faire sur cassette, mais qui va aussi arriver avec beaucoup de défauts. Puisque le montage était linéaire, ça veut dire qu'il se faisait forcément de manière chronologique, du début à la fin, et avec un temps de rembobinage qui était extrêmement long. Mais c'est en 1989 que le montage va prendre un énorme tournant et ressembler beaucoup plus à ce qu'il est aujourd'hui, avec l'invention de Avid 1, le tout premier logiciel de montage. Les signaux vidéo et audio sont numérisés et transformés en fichiers, le montage est plus linéaire, tu peux te balader comme tu veux sur ta timeline. Tu as aucun risque de
modifier ou de détruire le fichier d'origine, tu peux déplacer tes séquences à l'infini et tu peux même incruster des transitions ou des effets spéciaux. Avid a montré la voie à de nombreux logiciels qui sont nés par la suite, comme Premiere Pro, comme DaVinci Resolve ou même CapCut, même si ça fait un peu mal à le dire. Mais ça a permis de rendre le montage beaucoup plus accessible et moins coûteux, ça l'a ouvert au grand public. Et ça, couplé avec la naissance d'internet, c'est ce qui a vraiment permis de démocratiser et de faire exploser le contenu audiovisuel, puisque maintenant n'importe qui peut faire du montage, que ce soit avec son ordinateur ou son téléphone. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, il y a énormément de tâches qui sont automatisées, comme par exemple des cuts automatiques pour le dérochage. Ces nouvelles arrivées nous forcent à nous questionner sur l'avenir du métier. Mais je pense qu'il faut toujours garder en tête que même si une intelligence artificielle peut faire des cuts et des tâches simples, ce n'est pas l'essence même du montage. C'est une deuxième réécriture de chaque projet audiovisuel, et c'est en ayant conscience des théories et des techniques créées par des générations de talentueux monteurs et monteuses qu'on peut nous-mêmes apporter notre fibre artistique et se différencier.